Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 8e épisode. Tout le monde s'implique. Je me présente Annick Leclerc, conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le CIS de la Côte-Nord, mais surtout une fière passionnée par le sujet. Je vous présente mon extraordinaire collègue Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Donc, bonjour Audrey. Bonjour Annick, merci de m'accueillir. Audrey, quand on parle de direction, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu de quoi on parle. Certainement. Dans notre organisation, on a différents secteurs qu'on pourrait appeler. Donc, nous, là, on fait partie du secteur du soutien de l'autonomie à la personne âgée. Donc, c'est le secteur SAPA. C'est vraiment la direction qui est responsable des services aux aînés. Il y a aussi, par exemple, d'autres directions cliniques qui sont responsables de d'autres types de clientèle. Par exemple, la direction de la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique. On a aussi les directions jeunesse qui offrent des services aux jeunes. On a aussi toutes les directions de soutien. Donc, on peut parler de l'entretien ménager, de la buanderie, des services alimentaires, l'entretien des bâtiments. On peut parler aussi de tous les règlements du côté de soins infirmiers, toute la direction aussi qui gère les médecins, etc. On travaille beaucoup en collaboration ensemble dans un projet comme la politique d'hébergement parce que ça touche plusieurs directions. C'est important, là, la politique nous amène à avoir une meilleure collaboration entre les directions. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'on peut avoir dans le même établissement des gens qui ont des titres d'emploi différents et qui sont gouvernés par des directeurs différents, des gestionnaires différents. C'est exactement ça. Parfait. Merci Audrey pour les spécifications. Je pense que ça va être plus clair pour les gens. Allons directement à la question du prochain aidant. Le gars du ménage et plusieurs préposés aux bénéficiaires entrent toujours sans cogner dans la chambre de mon père. Il me semble que ça va à l'encontre de la politique. Est-ce qu'ils seront impliqués dans les changements? C'est intéressant, Audrey, parce qu'on aborde dans un autre épisode l'importance de l'intimité. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pourrais donner tout de suite là, l'exemple de la Maison des aînés et alternatives. On a eu la chance, vu que c'était une nouvelle ouverture, de former pendant 2 semaines avant l'accueil du premier résident tous les employés sur différentes choses, mais entre autres beaucoup sur la nouvelle philosophie, la politique d'hébergement et où on veut s'en aller avec l'hébergement. Puis quand je dis tous les employés, ça comprenait tous les titres d'emploi qui travaillent dans la Maison des aînés alternatives, donc les personnes qui travaillent en entretien ménager, à la buanderie, au service alimentaire. Donc, ils ont vraiment été touchés par où on veut s'en aller avec la politique. Et donc, justement, des enjeux comme celui-ci ont été soulevés, là, que c'est leur milieu de vie, c'est leur intimité, on rentre pas comme dans un moulin, là, comme on pourrait dire. Par rapport aux CHSLD qui sont déjà existants, lors de mes tournées, on a aussi eu la chance de collaborer avec les autres directions, justement, puis ils nous ont envoyé tous leurs employés qui gravitaient autour de nos aînés dans nos bâtiments. Eux aussi ont été formés puis ont été sensibilisés sur cette importance-là de respecter justement l'intimité, mais de faire en sorte que tout comme à la maison, on ne rentre pas chez les gens comme ça. Fait que les gens du ménage ont été habitués à cogner. T'sais, à la cuisine, la même chose. On agit comme si on était à la maison. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, nous, chez nous, il n'y a personne qui va venir faire notre ménage. Si on a une femme de ménage, elle ne rentre pas chez nous sans nous dire bonjour puis sans nous parler un petit peu, si on est présent. Fait que c'est aussi ça qu'on a apporté. Vous êtes dans leur milieu de vie, vous êtes chez eux. Prenez-les en considération. S'ils vous parlent, répondez-leur, demandez-leur comment ils vont et tout ça. Fait qu'on essaie d'amener vraiment ce nouveau côté-là de vous êtes chez eux et non pas eux habitent où vous travaillez, là, tu sais. Oui. Quand on parle de d'autres types d'emplois, là, je pense qu'on peut toucher l'ensemble des types d'emplois dans cette question-là. Parce que là, on donne un exemple de la personne du ménage ou d'un préposé aux bénéficiaires, mais on a l'habitude, naturellement, tout comme dans un hôpital, le travailleur social, il ne cogne pas à la porte. L'éducatrice spécialisée ne cogne pas à la porte. Ça peut être l'infirmière, ça peut être le gestionnaire, ça peut être tout le monde. Là. C'est vraiment tout le monde. Là. Puis même la famille. Sensibiliser la famille à l'importance. Je cogne à la porte, j'arrive chez mon père, j'arrive chez ma soeur, j'arrive... Bon, c'est un ensemble de personnes, je pense, qui gravitent autour. Puis ça fait partie de la philosophie qu'il faut implanter de ramener ça à la maison. Pour pouvoir en arriver à ça, par contre, il y a eu tout un travail en amont qu'on a dû faire. Quand on a parlé de gouvernance, de gens qui devaient s'impliquer dans les comités de départ d'implantation, puis qu'on avait ces directeurs-là qui appartenaient à différentes directions, qui sont venus s'asseoir, puis qui ont eu à descendre l'information dans leur direction avec leurs employés, c'est là que ça part aussi. T'sais, on ne peut pas arriver du jour au lendemain et demander aux gens de changer d'habitude. On l'a créé petit peu par petit peu. Ces gens-là ont participé au colloque.
On a mis des comités en place pour que ça descende de direction en direction. On a eu un message collectif par rapport à ça aussi au niveau de la politique. Oui, Annick, puis je pense que c'est important ce que tu apportes. Je pense que ça doit partir d'en haut, en fait. Quand tu as un gestionnaire qui croit à l'approche puis qui te descend l'information d'une façon positive puis qui s'assure aussi que ce soit implanté au niveau de ses équipes à lui, je pense que ça va faire toute la différence. Si nous, on dit au personnel sur le terrain de faire ça, mais leur directeur leur dit complètement quelque chose de différent, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment important de les impliquer, puis je pense que ça a été fait depuis le début, non seulement avec justement les comités de gouvernance et tout ça, mais aussi avec le colloque, comme tu l'as nommé. Les grands directeurs qu'on doit collaborer avec pour la politique d'hébergement étaient tous présents. Ils ont tous trouvé ça très intéressant, ils se sont impliqués, donc ça fait vraiment une différence. On va se le dire, le colloque était un peu hors norme dans le sens où c'est très rare qu'on va rassembler dans un colloque les gens de toutes ces directions-là. On va souvent avoir des colloques qui sont spécifiques sur un sujet. Donc, on va retrouver, par exemple, la direction des soins infirmiers qui vont participer à un colloque qui est très clinique. Ou, de notre côté, au niveau de SAPA, ça va vraiment être centré sur la personne âgée. Mais là, dans ce colloque-là, qui était un petit peu hors norme, c'est qu'on a assis tout le monde ensemble pour un même sujet qui n'était pas habituel. Fait qu'on a débuté l'implantation de la politique avec ce lancement-là qui était déjà hors norme. Fait qu'on patauge dans le hors norme depuis le début. Puis c'est ce qui fait qu'on va devoir avoir, quand on parle d'évolution, quand on parle qu'il va falloir être ouvert, ça en faisait partie, puis on a débuté ça avec ça pour venir mobiliser nos directions. Vraiment, puis je pense que c'est important de nommer aussi qu'on a une direction générale qui voulait aller aussi dans ce sens-là, qui avait pris des engagements pour mettre cette politique-là en place. Donc, je pense que c'est important aussi, c'est un peu la tête de l'organisation. C'est eux aussi qui mettent la table. Donc, je pense que les directions, quoique peut-être qu'il y en avait qui étaient réfractaires, ils ont dû aussi s'y mettre là, et descendre l'information de façon positive à leurs équipes. Oui. On ne peut pas parler de collaboration sans parler d'enjeux. Un enjeu, entre autres, qu'on a vécu, c'est les tapisseries de porte. Au niveau des services incendies, une tapisserie de porte sur une porte extérieure d'urgence, ça se peut pas. Au niveau de la politique, ça se peut. On est face à un défi parce que eux, ils ont des normes qu'ils doivent respecter. Puis au niveau de la politique, il faut faire valoir l'importance d'eux, puis qu'est-ce qui prédomine sur, ce qui n'est pas toujours évident, tu sais. On s'entend, là. Puis on le sait qu'au point de vue sécuritaire, que la porte soit identifiée par une tapisserie, elle est moins visible, elle a moins l'air d'une porte de sortie d'urgence. Mais dans un quotidien, qu'est-ce qui est le plus important pour le résident? Donc là, on vient vraiment jouer avec des normes qui appartiennent à une autre direction, qui doivent faire valoir, évidemment, et une politique qui vient essayer d'adoucir la chose. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes comme point. Puis je pense que ça peut être aussi un autre exemple de ça avec les services alimentaires. Les services alimentaires sont vraiment bien implantés, là, bien sûr, dans nos centres d'hébergement. C'est eux qui fournissent les repas aux résidents. Par contre, ça peut être compliqué de collaborer à certains niveaux parce que nous, justement, avec la nouvelle politique, on veut que le résident ait une plus grande offre alimentaire. On veut qu'au déjeuner, ils peuvent choisir un peu qu'est-ce qu'ils veulent manger. On veut faire de la gestion de risque aussi, de comme, OK, il ne veut pas manger sa texture, on prend une décision partagée de gestion de risque. Mais eux, ils ont des normes à suivre. La nutritionniste, elle a une norme professionnelle. Elle veut que les textures soient respectées. L'offre alimentaire, on est un peu limité par le personnel qu'on a et tout ça. On ne peut pas vraiment offrir n'importe quoi. Les saines habitudes de vie et tout ça, nous, on est plus à prôner. Il peut même manger qu'est-ce qu'il veut à l'âge qui est rendu. Il peut prendre ses décisions. Fait que tout ça, ça fait qu'on a vraiment des visions différentes, mais qu'on doit quand même collaborer ensemble. Fait que c'est où qu'on trouve notre juste milieu dans tout ça. Là, on parle de ça, mais on peut aussi ramener les ordres professionnels à même notre propre direction, avec les titres d'emploi qui appartiennent à notre direction. On a déjà ces enjeux-là. On a déjà des enjeux qu'il y a des politiques ici et là qui viennent en contradiction avec la politique d'hébergement. Donc, qu'est-ce qui prime? Est-ce qu'on prend la politique d'hébergement, on en fait un point central, puis on s'appuie autour de ça? Mais pour pouvoir le faire, il faut que tout le monde collabore. Il faut vraiment avoir une collaboration de l'ensemble des autres directions. Il faut que ce soit une vision commune. Il faut que ce soit aussi
une vision qui descend de nos hauts dirigeants. Tout à fait. Il faut que ça soit une décision qui descend de nos hauts dirigeants parce que sinon, personne ne sait sur quel pied danser. Là, donc, c'est tout à fait un bon point. On a aussi, Audrey, d'autres enjeux dont des directions qu'on n'a pas parlé, mais quand on parle de médecins, quand on parle de pharmaciens aussi, là, sont impliqués, mais peuvent être facilement aussi contrariés par la politique d'hébergement parce que ça vient à l'encontre de plusieurs choses. Tout à fait. Je pense que, tu sais, on connaît un peu c'est quoi la médecine. On fait des prescriptions, les pharmaciens envoient les médicaments et tout ça. Mais je pense qu'en centre d'hébergement, la façon dont on voit le médicament doit être différent que ce qu'on voit à l'hôpital. Puis je pense que c'est certains médecins qui sont un peu interventionnistes, qu'on pourrait dire, par rapport à la vision qu'on en a avec la politique d'hébergement de réduire au minimum la médication, surtout les antipsychotiques. On a des programmes aussi pour la réduction. Réduire les prises de médication dans la journée à 4, pour aller jusqu'à 2, pour justement que les infirmières ne soient pas toujours en train de donner des médicaments puis qu'ils puissent remettre ce temps-là auprès des résidents. Donc, il y a tous ces aspects-là que la politique nous amène à mettre de l'avant qui, pour les médecins, ça peut être difficile parce que c'est pas comme ça qu'ils l'ont appris, c'est pas comme ça qu'ils pratiquent. Donc, il y en a qui sont très ouverts aussi à faire des changements. Pour la Maison des aînés alternative de Baie-Comeau, d'ailleurs, on a fait une rencontre avec des médecins pour leur expliquer la vision qu'on avait, où on voulait s'en aller. Tout le monde était très ouvert. On voulait aussi discuter des rencontres interdisciplinaires qu'on a là, pour les résidents une fois par année ou plus souvent au besoin. Comment qu'on voyait ça. On veut un peu modifier la façon dont on fonctionne, puis ils étaient très ouverts. Donc, on est chanceux d'avoir des médecins là, qui sont ouverts à ça parce que ce que j'entends, c'est que c'est pas toujours le cas là, chez mes collègues des autres régions. Mais ça reste confrontant parce que je reviens sur le fait qu'on ne l'a pas appris comme ça. Ce n'est pas de la mauvaise intention de la part des gens. On ne l'a pas appris comme ça. Puis un jour, en 2022, on se dit « Let's go, gang, il faut être capable de changer ça. » Mais tout ne se change pas du jour au lendemain. Puis de la façon dont on l'a appris à l'école, la façon dont on l'a pratiqué des fois depuis 20 ans, l'habitude ne se change pas là, du jour au lendemain. Là. Puis j'aimerais ça que tu me parles, Audrey, les pharmaciens, présentement, en Maison des aînés, vous allez avoir une façon différente de donner la médication. En CHSLD, on ne peut pas se rendre à cette place-là pour le moment parce que la médication va être donnée dans les chambres pour vous autres. Et nous, ça continue à se donner dans les aires communes ou avec un chariot de médicaments. Ça va être quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que tu es plus dans un milieu de vie si tu n'as pas de chariot de médicaments, par exemple? C'est une bonne question, Annick, parce qu'à la Maison des aînés alternative de Baie-Comeau, on a tout un nouveau circuit du médicament, comme on appelle dans notre jargon. C'est sûr qu'en CHSLD, la médication se passe dans des gros chariots. Toutes les doses sont dans des tiroirs où l'infirmière auxiliaire se promène et va aux résidents. Puis souvent, les prises de médication sont au repas ou au coucher ou au lever. Donc, elle se rend vraiment dans la salle à manger puis donne la médication de tout le monde un en arrière de l'autre. À la Maison des aînés alternative, ce ne sera pas comme ça. Dans chaque chambre, il y a des armoires où on va mettre la médication. Donc, l'infirmière auxiliaire doit partir et aller dans chaque chambre avec le résident pour lui donner sa médication. Donc, c'est plus de temps. Puis quand tantôt, je parlais de réduire les différentes prises durant la journée, ça fait partie de ça. Là. Si on a 4 prises puis qu'elle doit amener le résident un par un dans leur chambre à chaque fois, puis là, nous, on va préconiser aussi de jaser avec le résident puis de prendre le temps puis tout ça. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, quoique ce soit beaucoup plus humain, là. Donc, si on est à 4 prises par jour, ça va être très long, puis on n'aura pas le temps de faire ça, puis on va être encore une fois... on va se dépêcher à donner la médication, puis ça ne sera pas humain, là. Fait qu'on a une très bonne collaboration à tout revoir ce circuit du médicament-là avec l'équipe de la pharmacie, avec l'équipe de la direction des soins infirmiers ou la DSI, comme nous on appelle. Ça a été très facile de travailler avec eux. On avait quand même une vision qui était semblable, où on a été capable de faire des compromis. Mais je pense que c'est pas partout comme ça. Puis ça a été facile ailleurs de revenir dans nos vieux souliers avec le gros chariot puis la distribution là, en chaîne, comme on pourrait dire. Fait que je pense qu'on est chanceux d'avoir une belle collaboration avec nos directions cliniques. Merci, Audrey. J'ai de l'espoir pour l'avenir. Je sens une belle collaboration, une belle force du groupe pour nos aînés. Oui, vraiment, Annick. Puis l'ayant vécu moi-même, je pense qu'on est vraiment parti dans la bonne direction là, à comparer à ce qu'on a vécu là, dans les dernières années. Dans le prochain épisode, on va parler des réalisations et des changements depuis le début de l'implantation en 2022. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien.
Phonique. Le fin son de l'histoire.